Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'été. Ici tout va bien, je suis en plein travaux à la maison, donc c'est un petit peu compliqué de trouver un moment pour enregistrer, je suis très fatiguée, bref, j'espère que ça va aller un petit peu mieux une fois que on sera vraiment au milieu de l'été. En tout cas, je reviens avec vous aujourd'hui avec un nouvel épisode où je vais parler écriture et plus précisément de L'Oiseau de Feu, donc mon roman en cours de correction, et encore plus précisément comment je m'y suis prise, ce qui a changé par rapport à Versipellis, comment ça s'est passé et quelles leçons j'en ai tirées. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je vais vous parler du thé de la semaine, le thé de l'épisode. Alors, c'est un thé de chez la maison Bourgeon, chez qui j'ai goûté quelques thés, et celui-ci, il m'a tapé dans l'œil puisque c'est un iced tea pêche, c'est un thé glacé donc à la pêche qui est juste parfait pour ces températures presque caniculaires. Et donc c'est un thé comme son nom l'indique, un glacé, c'est-à-dire que vous mettez un tout petit peu de thé dans de l'eau, donc vous mettez au frigo et ça infuse à froid si vous voulez. Et il est très très bon, il rappelle justement le iced tea pêche qu'on connaît mais moins sucré. J'ai pas mis de sucre du tout dans ma jarre là, alors que d'habitude je suis vraiment une adepte du thé sucré et en fait il se suffit à lui-même. J'ai pas mis de sucre et ça me manque pas et c'est frais et c'est agréable quand il fait aussi chaud que ça dehors. Donc je conseille. Alors oui, donc l'oiseau de feu, la planification. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Je vais très brièvement revenir sur comment je m'y étais prise sur Versipellis, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je fais, mais je fais. J'ai mis beaucoup de temps à planifier sur Versipellis. J'ai peut-être fait plus de world building que de planification et ça a été assez laborieux, assez chaotique. Et j'avais décidé, après avoir terminé le premier jet de Versipellis, de m'y prendre différemment, notamment parce que entre-temps, pendant que j'étais en train d'écrire Versipellis, j'ai découvert la méthode flocon, que je n'avais pas pu utiliser puisque mon roman était déjà bien entamé, donc je me voyais mal utiliser ça justement, en tout cas cette méthode-là, pour retravailler sur Versipellis. Je me suis dit je vais me le garder sous le coude pour le prochain roman et c'est ce que j'ai fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, la méthode flocon, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. C'est une méthode qui vous permet de réfléchir sur votre nouveau roman, votre nouveau concept de roman à partir d'un thème petit et en fait vous allez les travailler en cercle concentrique. Donc de plus en plus grand, vous faites d'abord juste un peu le pitch et puis ensuite vous étayez ce pitch en un petit paragraphe où vous rajoutez du coup les personnages et ensuite de plus en plus le paragraphe s'agrandit, vous rajoutez des choses, etc. Et voilà, c'est un peu le principe de cette méthode-là. Alors je vous renvoie évidemment vers le premier épisode que j'avais fait sur l'oiseau de feu, donc qui était l'oiseau de feu, je crois que c'était l'étincelle de l'idée, où je vous avais raconté comment j'avais brainstormé sur mon carnet au début pour justement trouver de quoi j'allais parler, comment j'allais mettre en place ce roman et cette intrigue, dans quel cadre j'allais justement le mettre, qu'est-ce qui m'a inspiré, etc. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si vous n'avez pas écouté cet épisode, ça peut vous intéresser. Donc là, je vais partir ensuite sur comment je m'y suis prise, donc la méthode, etc. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte chronologique, j'ai commencé à travailler donc vraiment la planification de cette méthode flocon, je crois que c'était en avril 2020, donc c'était vraiment le tout début du confinement. Donc j'avais commencé à travailler donc sur la méthode flocon à partir de ce que j'avais brainstormé sur carnet et il s'est avéré que ça a coïncidé avec la mise à disposition gratuitement de la formation Écrire son premier roman de Cécile Duquesne, donc de son école d'écriture 2.0. Donc elle avait mis cette formation-là gratuite parce que c'était confinement, parce qu'elle voulait, je pense, un petit peu émuler et entraîner les gens et essayer de les sortir un petit peu de ce marasme général, on va dire.
Et je me suis dit, bah, c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, en fait, c'est une formation audio, on va dire. Donc, c'est des formations sous forme de MP3, donc plusieurs modules. Chaque MP3 est étayé par des annexes, donc en PDF, en format document, etc. Et vous suivez chacun des modules. Elle vous propose une méthode qui, au final, se rapproche très très fort de la méthode Flocon. Et donc, j'ai suivi un petit peu les deux en parallèle. À chaque fois, elle vous donne des instructions, elle vous laisse le temps de réfléchir justement aux instructions qu'elle vous a données et vous avancez petit à petit comme ça. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez l'entendre parce que peut-être, j'espère que mon micro fait le boulot, mais mon homme est en train de murer une porte, donc il est en train de taper. Enfin, bref, j'espère que vous entendrez pas. On est en plein de travaux, comme je vous disais. Bref. Donc, le but, c'était de déterminer le thème principal et vous travaillez par cercle concentrique. Donc ensuite, vous déterminez qui sont les personnages principaux et surtout de quels personnages vous allez avoir besoin, quels vont être les personnages dont les points de vue vont être les plus intéressants pour suivre l'histoire. Donc quels personnages ont le plus à perdre, quels personnages ont le plus à changer par rapport au thème, à l'intrigue et au cœur de l'histoire. Et de là, justement, vous allez déterminer les arcs que vous voulez par rapport à ces personnages. Si vous avez un arc de romance, si vous avez un arc de développement du personnage que vous voulez que votre personnage parte d'un point A pour aller jusqu'à un point B en passant justement par des hauts, des bas, etc. C'est à ce moment-là que vous allez noter des idées et tout. Et jusque-là, vous allez donc développer vos personnages principaux, si vous en avez plusieurs, vos personnages secondaires importants, on va dire, et évidemment votre antagoniste, voilà, qui est aussi en fait un personnage principal. Il va être extrêmement important pour déterminer l'intrigue et ce qui va se passer, et contre qui, en fait, vos personnages principaux vont se dresser. Si vous avez un antagoniste, évidemment. À partir de là, c'est là que c'était intéressant et que c'est un exercice que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. C'est que une fois que vous avez vos personnages et que vous avez une idée un peu générale de la suite des événements, si vous voulez, vous allez, à ce moment-là, prendre du temps pour faire un synopsis par personnage. Alors, vous n'allez pas prendre tous vos personnages, hein. Vous prenez vos personnages principaux, l'antagoniste et les personnages secondaires importants, et vous allez voir, en fait, vous allez écrire le synopsis de donc ce qui se passe dans leur histoire, mais de leur point de vue. Pour vous donner un exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, à partir du moment où la communauté de l'anneau split, c'est comme si vous écriviez le synopsis de Sam et Frodon d'un côté, vous avez le synopsis de Legolas, Gimli et Aragorn de l'autre côté, et vous avez ensuite, en suivant les films, hein, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez ensuite Pippin et Merry. Et donc là, vous avez 3 synopsis, donc par pool de personnages, on va dire, différents, ils ne sont plus ensemble, ça se passe de manière simultanée souvent, donc vous savez exactement qu'est-ce qui se passe par personnage et qu'est-ce qui se passe par personnage. Moi, par exemple, dans le cas de mon roman, donc dans L'Oiseau de Feu, j'avais notamment 2 personnages qui sont très très proches et qui s'engueulaient à un moment et qui se séparent, et j'avais besoin de savoir en fait qu'est-ce qu'ils font de chacun de leur côté, pour voir ensuite dans mon chapitrage sur qui j'allais centrer mon chapitre ou ma scène, etc., pour voir qui allait avoir une partie plus intéressante à raconter que l'autre. Et une fois que vous avez fait donc ce synopsis par personnage, il y aura souvent des allers-retours entre entre chaque personnage, et vous allez aussi donc faire un synopsis général qui va être vraiment la trame de l'histoire de votre roman, pas forcément chapitrage, mais en tout cas la trame de tout ce qui se passe, des événements. Et il va y avoir donc des va-et-vient entre ces synopsis différenciés par personnage et le synopsis général. De toute façon, vous allez voir, il y a des allers-retours constants en fait. Et une fois que j'ai ces synopsis par personnage, c'est là que va rentrer en action le logiciel Ion Timeline dont je vous avais parlé dans un précédent épisode. Alors Ion Timeline, c'est un logiciel qui vous permet de faire, comme son nom l'indique, des timelines, des chronologies. C'est un logiciel qui est quand même assez puissant, puisqu'il va vous permettre en fait de rentrer quasiment à la minute exact ce qui se passe, quels personnages sont en présence, donc l'événement, s'il y a des événements qui sont imbriqués ou qui ont des conséquences par rapport à d'autres, ça va vous aider, notamment dans mon cas, comme j'avais une intrigue un peu policière et j'ai besoin de savoir à tel moment tel personnage est à tel endroit parce qu'il se passe ça, j'avais besoin d'être assez carré à ce niveau-là, de leur emplacement, de leur localisation et de ce qui se passe, du temps qui passe, etc.
j'avais besoin de quelque chose de carré et d'avoir une vision vraiment d'ensemble. Et justement, des fois, je me rends compte que telle action, en fait, ça va, c'est trop rapide ou c'est trop lent. Donc, ça me permet, par exemple, pour des déplacements de personnages, par exemple, j'ai des personnages qui prennent l'Orient Express pour aller jusqu'à Vienne. Combien de temps ça prend? Est-ce que ça prend 2 jours? Est-ce que ça prend 4 jours? Est-ce que ça prend 3 heures? Je ne sais pas. Bref, vous pouvez fixer ces trucs-là et puis voir vraiment sur donc, une chronologie visuelle combien de temps ça prend. Si vous avez des personnages qui sont simultanément à 2 endroits différents, il y a un problème. Et ça vous permet du coup de faire des ajustements ensuite que vous allez répercuter dans votre synopsis par personnage et dans votre synopsis générale. Alors là, ça devient peut-être un petit peu compliqué dans le sens où ça demande un peu une rigueur de revenir dans chacun des synopsis par personnage et dans le synopsis général pour que chacune de vos versions soit cohérente, qu'il n'y ait pas de différence, si vous voulez, entre un synopsis par personnage et le synopsis général, puisqu'au bout d'un moment, et je parle de, comment dire, en connaissance de cause, c'est que ça m'est arrivé d'oublier ou par flemme de ne pas répercuter ce que j'avais changé, que ce soit dans Iron Timeline ou dans le synopsis général, etc. Et plusieurs mois après, je reviens sur mon synopsis, j'ai changé des trucs, je ne sais plus quelle version est la bonne. Bref, c'est vraiment, voilà, ça demande un tout petit peu de rigueur à ce niveau-là, mais en fait, vous perdez du temps en amont pour en gagner par la suite et aussi en sérénité. Et au moins, vous savez où est-ce que vous allez. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, la planification générale autour du synopsis et des événements. Ensuite, pour parler plus précisément de la planification et du chapitrage, ça n'a pas été vraiment une décision, pas réfléchie, mais en tout cas faite en amont. C'est vraiment plutôt faite sur le coup, si vous voulez. C'est que comme je vous disais, j'avais mon synopsis général, je savais que je partais sur un schéma en 3 actes, donc j'avais mon acte 1, acte 2, acte 3, je savais tout ce qui se passait de A à Z dans mon roman, mais je n'avais pas de chapitrage. Je savais que je voulais alterner, en tout cas au début, entre mes 2 personnages principales qui ne se connaissaient pas, elles vont se rencontrer à un moment, et ensuite on allait les suivre toutes les 2 ensemble. Donc ça, j'avais une trame à peu près générale là-dessus, mais je n'avais pas de chapitrage. Et c'est là que j'avais décidé, à ce moment-là, de chapitrer uniquement acte par acte. Donc, comme je vous disais, j'ai le synopsis général où je sais tout ce qui se passe de bout en bout, mais pour savoir, à partir de ces événements que vous avez déterminés dans le synopsis général, quel chapitre vous allez mettre en avant, à partir de quel point de vue de tel personnage, en fait, dans quel ordre vous allez raconter l'histoire, de quel point de vue vous allez raconter l'histoire, c'est là que ça va se jouer. C'est quelque chose que j'avais pas forcément précisé dans mon synopsis général, c'est à ce moment-là que je décide à travers quels yeux je vais raconter tel événement. Et donc, au lieu de faire vraiment le chapitrage total du roman, j'ai décidé, comme je vous disais, de le faire acte par acte. Donc je me suis vraiment focalisée sur l'acte 1. Je savais de où jusqu'à où ça allait. Et j'ai décidé de laisser en friche mon acte 2, mon acte 3. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, on va prendre petit bout par petit bout, ce sera peut-être plus simple déjà à organiser. Et je voulais aussi éviter de me bloquer, entre guillemets, en essayant de chapitrer, déjà de perdre du temps en fait à chapitrer tout au début et de me rendre compte en plein milieu qu'il allait falloir que je change des choses parce que, c'est ce qui s'est passé, c'est que en écrivant à la fin de mon acte 1, pour vous donner un exemple, je me suis rendu compte qu'il manquait un personnage, il manquait quelque chose, il manquait une intrigue secondaire si vous voulez, et j'étais obligée de rajouter un nouveau personnage quasiment au début de l'acte 2, et je me suis dit, merde, s'il est au début de l'acte 2, peut-être qu'il devrait être aussi dans l'acte 1, bref, vous voyez ce que je veux dire, et ce qui fait que, une fois avoir terminé mon acte 1, je savais que je devais rajouter ce personnage-là, et ça m'a permis de rajouter ce nouveau personnage, donc là, de faire sa fiche personnage, de rajouter son petit synopsis, parce que comme c'est un personnage, en tout cas dans un arc secondaire d'un des personnages principaux, ça m'a permis, du coup, à ce moment-là, de décider où est-ce que j'allais le mettre dans l'acte 2 et dans l'acte 3, d'étoffer ce synopsis dans lequel il n'était pas au début, et donc de le rajouter, et de voir que peut-être à ce moment-là, dans cette scène-là que j'avais prévue, il pourrait être là, il pourrait rajouter quelque chose d'intéressant, et tout ça. Donc j'ai planifié l'acte 1, j'ai ensuite écrit l'acte 1, donc le premier jet, et à la fin de l'écriture de l'acte 1, je faisais ok, alors qu'est-ce qui a changé après l'écriture de ce premier jet? Est-ce que j'ai rajouté, bon là en l'occurrence par exemple, est-ce que j'ai rajouté un personnage? Est-ce que j'ai changé des choses par rapport à mon synopsis général? Et si c'était le cas,
je corrigeais le synopsis par personnage, le synopsis général, je corrigeais aussi Eye on Timeline s'il y avait besoin. Alors c'est un petit peu fastidieux, je le conçois, mais ça m'a permis du coup de faire un point sur ce qui avait été fait et ça me donnait du grain à moudre pour, ok, maintenant je vais travailler sur l'acte 2, qu'est-ce qui se passe dans l'acte 2 ? Comment est-ce que je vais mettre en lumière tel ou tel événement, de quel point de vue, etc. Et rebelote. Donc ça m'a pris peut-être 1 ou 2 semaines, ou peut-être un petit peu moins, peut-être 1 semaine pour chapitrer l'acte 2, qui était donc le plus gros, évidemment. Et ensuite, c'est pareil, à la fin de l'acte 2, ok, il s'est passé ça, j'ai changé ça ou ça par rapport au synopsis général que j'avais prévu, donc je corrige les synopsis Eye on Timeline comme d'habitude, et à partir de là, est-ce que ça a des répercussions par rapport à l'acte 3 ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui va être un petit peu modifié ? Et donc ça me permettait de gérer les changements de manière beaucoup plus organique pour rester quand même avec quelque chose d'assez structuré, mais qui n'était pas bloqué et qui pouvait évoluer par rapport à mes envies, par rapport aux besoins de l'histoire, et justement de pouvoir moduler de façon très organique, de ne pas me retrouver dans quelque chose de figé et de très rigide, duquel je ne voyais pas comment sortir, si vous voulez. Voilà, cette façon de faire un petit peu modulable comme ça m'a permis d'aller jusqu'au bout, même si je me suis rendu compte à la fin, en écrivant le premier jet, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce que j'avais prévu dès le départ. Il y a des personnages qui ont complètement changé, on va dire, d'allégeance, il y a des personnages qui à la base étaient plutôt alliés, qui sont devenus antagonistes, ce qui veut dire qu'il allait falloir que je revoie complètement les relations des personnages avec ce personnage-là en particulier, que je revoie le synopsis général, puisqu'il y avait des scènes carrément que j'avais écrites d'une certaine façon qui allaient être obsolètes par rapport au changement que je voulais faire. Voilà. Mais en tout cas, j'avais une base qui s'organisait bien et qui n'avait pas été trop rigide à mettre en place. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Si vous avez des questions, si vous avez, des remarques, si vous voyez faire ça, peut-être que ça peut vous donner des idées pour votre prochain projet d'écriture. Alors, je ne dis pas que c'est la science exacte, que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Je vous raconte juste que pour ce projet-là, c'est comme ça que j'ai testé. C'était une expérimentation qui, en tout cas pour moi, a été plutôt bénéfique. Je ne sais pas si le prochain roman, je vais le faire de la même façon. Peut-être que chaque roman va nécessiter sa propre façon de faire. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est justement d'apprendre de nos précédentes expériences avec nos précédents romans et de l'ajuster par rapport à chaque projet, parce que chaque projet s'aborde vraiment différemment. Écoutez, voilà, je m'arrête ici, en tout cas sur l'oiseau de feu. S'il y avait des choses peut-être que vous voulez que j'aborde plus précisément par rapport à la planification, par rapport au roman lui-même, par rapport à, si vous avez des questions ou des remarques précises, n'hésitez pas à me les mettre, en tout cas ici en commentaire, que ce soit si vous pouvez le faire dans Spotify, ou si vous voulez me laisser une petite bafouille sur Instagram, ou vous pouvez aussi aller voir le post sur Patreon qui est public chaque épisode, à part évidemment les épisodes exclusifs à Patreon qui sont du coup réservés à mes patrons. Normalement, chaque épisode de podcast est disponible de manière publique sur Patreon, et donc normalement vous pouvez laisser des commentaires, si je dis pas de bêtises en tout cas. Sachez que de toute façon, si vous n'êtes pas sur Patreon, vous pouvez me laisser des commentaires sur Instagram. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode et je vous souhaite un très bon été. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!